Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La première bonne nouvelle, c'est que je me rappelle du prénom de mon invité aujourd'hui. Elle s'appelle Aurore. Comment ça va bien, Aurore? Ça va, c'est parfait. Bon, Aurore, c'est vraiment sympa d'être venue jusque chez moi. Ah, bah, c'est sympa Ça de faisait m'inviter. un moment, alors je fais attention parce que je sais que monsieur écoute, c'est pas pour ça, ça faisait un moment que je voulais vous voir. Je me disais, avec ce qu'elle fait et avec ce que moi je fais, forcément on devra se retrouver à un moment donné. Donc je suis ravi, on va prendre le temps ce soir de parler de là-où. Alors là où l'entreprise, bien évidemment, là où la démarche, là où les valeurs, et puis là où, parce que, si vous voulez, en fait, je l'ai fait aussi venir parce qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tu sais, cette femme-là, il faut que tu la fasses venir, elle va te parler des heures et des heures de territoire. Très bien, on va parler du territoire. Si vous avez prévu quelque chose, mettez le micro-ondes parce que ça risque de durer. Voilà, alors on va rentrer tranquillement dans le sujet, vous le savez. Déjà, je vois qu'il y a du monde. Faites-vous connaître, ça nous ferait plaisir à Aurore et à moi de voir un peu qui regarde, même si vous ne regardez pas tout le temps. Mettez un petit mot, juste dire bonjour. Déjà, mettez un petit mot pour dire si vous entendez bien. C'est mon angoisse. Je voulais aussi remercier la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse et la Chambre d'industrie de la Haute-Vienne, qui sont les partenaires de l'émission. Je le dis à chaque émission, mais c'est normal de le dire parce qu'ils mettent des sous là-dedans. Alors, pas beaucoup, mais surtout, ils encouragent une initiative. Et Aurore, vous savez, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des partenaires à nos côtés. Hein, ça stimule un peu le... Ah voilà, Sylvia est là, Sylvia Pénaud. Alors Aurore, je vous le dis, Sylvia c'est une aficionada, j'imagine, de l'émission. Elle est de Poitiers, elle doit travailler à l'université de Poitiers. Et c'est quelqu'un qui a toujours des questionnements très judicieux, donc je ne doute pas qu'elle va poser des questions. Sylvia, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien? Parce que vous savez, je suis un peu... Voilà, si à un moment donné, personne ne me le dit, je vais pas bien le vivre. Voilà, allez, on va commencer tranquillement. Oui, juste, toujours le même discours. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Sylvia, avec Aurore. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais on reste poli. Hein, on est tranquille, on est à la maison, hein, on ne s'énerve pas. On critique, on dit je suis pas d'accord, gentiment, sinon je vous coupe. Il y a les chantiers Jacquer qui sont là. Alors les chantiers Jacquer, ça doit vous parler parce que, ou pas, mais je sais que vous avez un parcours dans l'ESS. Les chantiers Jacquer, c'est ça. C'est, comment elle s'appelle, Valérie, je pense, qui est là aujourd'hui. Et puis, qui est d'autre est là? Ben, il y a quelqu'un d'autre qui est là, mais j'arrive. Ah oui, c'est qui ah ben, deux fois Sylvia. Ah oui, Sylvia qui nous dit qu'on entend bien. Allez, j'arrête de parler. J'ai peur que ce soir vous ayez affaire à deux bavards. On va commencer avec Aurore. Comment ça va bien, Aurore? Ça va, très bien, ouais, un bon début d'année. Ouais. Bon début d'année. Alors Aurore, dans cette émission, on a l'habitude de recevoir des gens qui font des choses, mais d'abord des gens. Donc ça tombe bien parce que vous êtes une gens. Et donc vous allez nous expliquer un peu qui vous êtes. Quel est ce parcours, on prend le temps, hein, tranquille, qui a fait que vous êtes arrivé un jour jusqu'à là-haut? Qui était la petite Aurore? C'est un peu l'école des fans, vous n'êtes pas venu avec votre maman, mais qui était la petite Aurore? Alors, je suis limousine, plus précisément auviennoise. Je suis née dans le nord du département, entre Château-Ponsac et Magnac-Laval. Voilà, dans une terre donc assez paysanne, et je suis fille et sœur d'éleveurs bovins. Très fière de ses racines paysannes, avec une famille qui est toujours donc dans l'élevage. Et du coup, j'ai vécu donc dans une ferme avec mes frères et sœurs. J'ai grandi donc dans ce Limousin que j'adore toujours. Je suis partie pendant 10-15 ans faire mes études. J'ai vécu dans plusieurs villes, dans des capitales à l'étranger, dans des très grandes métropoles. Voilà. Je suis allée vite sur ça. Poitiers, la fac, Toulouse, Madrid. Ouais, j'ai fait 2 ans en Espagne, exactement. Ouais. Elle a été à l'école à Paris. Mais vous savez qu'ici, on ne reçoit que des gens qui travaillent à l'école. J'ai fait un petit passage dans une école parisienne, effectivement, en dernière année. Ouais. Et puis, j'ai commencé à travailler un tout petit peu à Paris. Je suis partie à Grenoble, donc j'ai fait effectivement 5 ans de ma carrière dans l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Voilà. Alors, l'économie sociale et solidaire, ça recouvre plein de choses. Ce qu'on appelait avant le social, on lui a donné un autre nom pour l'embellir un petit peu. Ouais. Grosso modo, moi, je travaillais dans le microcrédit. C'est quoi le microcrédit? C'est
c'est des prêts pour les petits entrepreneurs qui n'ont pas accès à la banque pour financer leur création d'entreprise. Donc j'ai travaillé dans une association magnifique qui s'appelle l'ADI, l'ADI et qui aide chaque année, je crois, 10 000 entrepreneurs à peu près à créer leur entreprise grâce à des microcrédits. J'adorais ce métier-là. Je l'ai fait un an à l'étranger aussi en Haïti. J'ai fait un an voilà, en Haïti, exactement. Donc quelques années après le tremblement de terre. Donc pour continuer à faire du microcrédit et de l'accompagnement de petits entrepreneurs qui n'ont pas accès à la banque. Voilà, ça c'était ma première vie. Et je suis rentrée en France après avoir rencontré mon mari, qui était en Haïti aussi. Et on est retourné s'installer à Paris parce que mon mari était originaire de la région parisienne et ça nous paraissait assez simple en rentrant en France de se poser à Paris. Là, j'ai travaillé pour Emmaüs. Je voulais travailler vraiment avec des personnes les plus en difficulté possible, voilà, en dehors du handicap. Et du coup, c'était passionnant aussi, mais j'avais vraiment envie d'explorer la thématique du développement des territoires et de l'attractivité des territoires, qui était ma deuxième passion. Voilà, donc je me suis lancée dans l'aventure Laou à ce moment-là. Donc un gros parcours, on va voir à un moment donné, comment s'est fait ce passage, parce que si on regarde la première étape professionnelle, à la sortie de l'école et tout ça, c'est pas vraiment un parcours d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, je sais pas comment on dit d'ailleurs, c'est plutôt un parcours de travailleur social, c'est plutôt ça. Donc vous allez nous expliquer un peu comment s'est passée la bascule. Est-ce que c'était d'ailleurs le statut recherché ou simplement l'aventure qui a fait qu'à un moment donné, pour donner corps à vos projets, il fallait passer entrepreneur. On va voir. Je fais attention, vous savez, je fais semblant de lui donner la parole et tac, c'est comme ça. Alors, vous allez voir, là, alors je vois qu'il y a d'autres gens qui sont là, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment de l'émission, puisqu'on va appeler ça une émission. Là où, beaucoup de choses, j'ai découvert un petit peu en préparant. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder une première vidéo de Laou et qui donne, je dirais, les grands axes. Les grands axes de Laou. Et si ça veut marcher, d'ailleurs, c'est génial, c'est la magie, c'est comme ça. Voilà. C'est vrai, c'est un peu lisse. La première bonne nouvelle, c'est que Laou fait des vidéos. Les gens, par exemple, qui produiraient des vidéos d'entreprise, ça pourrait être intéressant. Je dis ça. Bon. La deuxième, c'est que, attention à ne pas confondre, Laou ne propose pas des séjours à Center Park. Non. C'est pas des séjours à Center Park. Quoique, est-ce qu'on pourrait pas résumer ça comme ça, l'attractivité du territoire? On dit bonjour à Corinne Roumager-Vallée qui nous rejoint. Bonsoir Corinne, merci de nous rejoindre. Allez. On a vu dans cette vidéo, c'est vrai que la vidéo, là, elle est très centrée médecin. C'est une catégorie qui peut être visée, même si on le dira, on le redira, etc. Vous, si le recrutement fait partie du panel, c'est d'abord, vous, le travail sur l'attractivité des territoires. Ouais. Là où c'est ça. Là où, en fait, c'est le grand principe, c'est le rapprochement des territoires et des compétences, ou des compétences et des territoires, en travaillant, en valorisant l'attractivité des territoires. Est-ce que c'est ça le grand principe? Oui, on peut le dire comme ça. Je vais te dire d'une autre façon. Moi, mon grand défi, notamment pour les personnes Allez, on n'arrive plus. Notamment pour les territoires ruraux, les petites et moyennes villes, mon grand défi, je sais que c'est très ambitieux, c'est de casser la dynamique démographique qui existe depuis 150 ans dans notre pays.
qui fait que les talents quittent les territoires ruraux, les petites et les moyennes villes pour aller dans les grandes métropoles et notamment la capitale. Moi, mon grand défi dans la vie, c'est d'accompagner l'exode urbain, donc faire revenir ces millions de gens. Enfin, voilà, mon envie, c'est de faire du volume. Hein. Ouais. On parle de millions de gens qui sont partis. Hein. L'exode rural en Limousin, ça fait 150 ans qu'on a un exode rural permanent, une démographie négative ou atone dans certaines petites villes du Limousin. Mais là, je peux vous prendre l'Auvergne, tout ce qu'on appelle la diagonale du vide, mais y compris en Bretagne, il y a encore des endroits à démographie négative. Il y a des tas de territoires qui, effectivement, on parle beaucoup de l'exode rural côté médecin et du manque de médecins, etc. Mais on manque de talents dans tous les secteurs d'activité. Et donc, moi, je veux déconcentrer les métropoles, je veux accompagner l'exode urbain, dont on parle beaucoup plus depuis le Covid, évidemment, parce qu'il s'est amplifié, qui existait déjà un petit peu avant. Mais aujourd'hui, on a une fenêtre de tir, nous, les territoires ruraux, les petites, les moyennes villes, les petites métropoles comme de la taille de Limoges aussi, pour dire on existe, notre qualité de vie est exceptionnelle, notre dynamique économique elle est présente, on a un coup à jouer et moi je veux que ce soit la OUE qui organise ça. En tout cas on essaye de devenir leader un peu sur ce marché de l'attractivité des territoires auprès des talents. Voilà. Donc on a une plateforme qui les met en relation, les talents qui veulent bouger, les territoires qui veulent les attirer. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que attendez, je vais changer de plan. Je lui avais dit surtout Aurore. On reste dans les questions. Hein. Aurore, là tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu par la vidéo, je dis on reste serré. Hein. Voilà. En fait, ça fait comme mais j'ai pas tout dit. Dans ma vie, elles n'écoutent rien. C'est pas grave. Non, c'est très bien. C'est très bien, Aurore. Allez, je vais commencer par une petite question un peu, malvenue, mais. On comprend l'ambition et qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait normale, mais est-ce que c'est bien normal que les territoires aient besoin qu'on aille les secouer pour leur dire montrez-vous attractifs? Est-ce que finalement dans plein de territoires ça leur plaît pas de rester entre soi, de rester... Moi par exemple, je vais parler du Limousin ou de la Haute-Vienne. À un moment donné, quand on a eu ce changement là de région, je me suis dit, bon, il y a des choses à faire, il y a de nouveaux interlocuteurs. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas vraiment souhaité. On était bien entre nous, on avait des habitudes, on avait des choses comme ça. On disait toujours, on manque de quelque chose ou pas. Mais on n'était pas les premiers supporters de notre département. Alors, je vais répondre de façon très simple. Ouais. La ruralité s'est repliée sur elle-même parce qu'elle a subi sa démographie, elle a subi le départ des gens. Nos ancêtres ont subi cet exode. Et nous, effectivement, les générations de nos parents, de nos grands-parents, et puis même notre génération, on serait tentés de garder ce repli. Alors, il faut être très clair, on n'aura pas une LGV. On n'aura pas d'autoroutes qui partent de partout, on n'aura pas le meilleur CHU du monde, on n'aura pas les meilleurs médecins. Là, vous faites des malheureux. Non, mais je l'explique très clairement, on n'aura pas un territoire dynamique avec des services publics dynamiques, des entreprises qui créent de l'emploi, des nouvelles entreprises qui viennent s'installer chez nous si nous n'avons pas de dynamique démographique, si nous n'avons pas d'attractivité, si nous ne montrons pas que nous sommes un territoire super où on peut vivre une vie épanouissante aux talents. Les talents ne viendront pas et aujourd'hui, c'est plus les talents qui suivent les entreprises, c'est souvent les entreprises qui suivent les talents. Donc, il faut être sincère, si vous voulez des écoles qui réouvrent dans la ruralité, si vous voulez que la ville de Château-Ponsac, de Magnac-Laval, de Saint-Junien continue à grandir, ne perde plus d'habitants, que la ville de Bellac, la ville de Limoges, etc. Si vous voulez voir votre territoire avoir des bons services publics, notamment un très bon hôpital, notamment des médecins, une santé qui soit à la hauteur de vos espérances, il faut que vous ayez une attractivité démographique. Donc certes, les prix de l'immobilier vont un petit peu augmenter, mais croyez-moi, ils resteront toujours encore beaucoup plus bas que dans toutes les métropoles de France. La ville de Limoges, le prix de l'immobilier, j'entends souvent ça, mais le prix de l'immobilier augmente. Mais qu'est-ce que vous préférez entre payer votre maison 10% plus cher dans 3 ans ou voir encore toute une génération d'enfants partir parce qu'ils ne trouvent pas de boulot ici, quoi. Qu'est-ce qu'on préfère, en fait? C'est quoi la vision de notre territoire? On veut un territoire qui continue à se replier sur lui-même et effectivement continue à avoir un prix de l'immobilier très bas, mais n'intéresse aucune entreprise pour venir y implanter des emplois? Ou est-ce qu'on veut un territoire, qui vit une petite augmentation du prix de l'immobilier, mais qui est super dynamique, quoi? C'est un choix de vie. J'attends, hein. Choisissons.
J'attends. Moi j'ai choisi, voilà. Moi j'ai choisi et les territoires qui travaillent avec moi, ils ont choisi. Et pour revenir sur votre première question, pourquoi les territoires, ils ont besoin de nous? En fait, c'est normal que les territoires n'aient pas toutes les compétences parfaites pour travailler sur tous les sujets. Ils ont besoin de gens qui les aident à construire des routes. Personne se pose la question pourquoi ils ont besoin d'entreprises pour construire des routes. Et c'est pareil, ils ont besoin d'entreprises pour les aider sur l'attractivité. Voilà, tout simplement. Elle est pas mal, hein. On me l'avait dit, on m'a dit, tu vois, elle est super. Moi, je suis déjà captivé, je suis presque sortir mon portefeuille pour lui acheter une prestation. Je ne sais pas laquelle, mais je vais lui acheter quelque chose, c'est évident. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire, elle est en train de me détruire toute mon émission parce que, bien sûr, elle n'écoute rien. Ça, c'est pas grave. C'est mon travail aussi, à un moment donné. Alors, juste... 2-3 petites choses. Je voulais dire bonjour à Mario qui vient de nous rejoindre. Mario, tu vois pas les micros et pourtant le son est excellent. Je te remercie. C'est parce que j'ai fait des frais. J'ai acheté des micros. Tu veux, j'ai acheté Merci des CCI qui m'a aidé. Je voulais juste poser une question avant d'aller sur les questions des auditeurs. C'est que des personnes qui regardent, des internautes. Quand vous dites on a besoin, etc. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ça augmente? C'est qui on? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les élus? C'est qui on? C'est les citoyens et les élus. Je pense que les élus ont peur d'affirmer une ambition d'attractivité quand ils sentent que leur population n'est pas sereine avec ça. Il faut être très serein avec ça. On ne va jamais voir en Limousin des wagons de milliers de gens arriver du jour au lendemain. C'est pas ça l'attractivité. L'attractivité, c'est long, c'est dur, c'est beaucoup de travail. Et c'est pas des wagons de gens, ça s'est arrivé à Bordeaux, donc on en fait tout un pataquès, mais on n'est pas un territoire dans lequel ça va arriver parce qu'on n'est pas une très très grande métropole. Donc il faut pas avoir peur, il faut accueillir ça avec curiosité et avec sympathie. En fait, on est juste en train d'essayer, là aujourd'hui, de ramener 100, 200, 300, 400 familles, 500 familles par an, ce serait génial. Déjà, en termes démographiques pour la Haute-Vienne, je parle juste pour la Haute-Vienne. Nous, ce qu'on a fait avec la Corrèze, ça a permis en un an de faire venir 65 familles. Et c'est un travail déjà long et dur, parce que ça ne se fait pas en un éclair. Et le département de la Corrèze a investi dans notre solution, il a investi pour mettre quelqu'un qui accompagne ces familles chaque jour. Ça ne se fait pas en claquant des doigts d'avoir des gens. Voilà, mais c'est une volonté politique. Ça, il faut que vous le sachiez tous, tous ceux qui écoutent dans la région. Voilà, s'il y a pas d'attractivité dans un territoire, c'est avant tout parce que c'est un manque de volonté politique. Et quand il y en a, c'est avant tout parce que c'est un politicien qui a tapé du doigt sur la table et qui a dit cette fois, on va y aller. Voilà, donc dites à vos élus, cette fois, allons-y. Ça peut les aider. Voilà. Voilà. Une petite question de Sylvia. Elle dit, Sylvia, est-ce que c'est pas en train de changer avec le télétravail? Alors moi je suis assez dubitatif avec ça. Parce qu'on dit, avec la Covid, les gens ils arrivent de partout, maintenant ils peuvent venir travailler ici, c'est super. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Ils viennent vraiment les gens là travailler en région? En télétravail? Ou il y en a qui, je sais pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est durable? Alors oui, c'est vrai, ça c'est vrai, il y a une vraie population qui a migré grâce au télétravail. Attention, on est encore dans un monde où quand on est infirmier, on ne peut pas faire de télétravail, quand on est instit, on ne peut pas faire de télétravail. Donc il y a encore des millions de personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail, en tout cas pas à temps plein. Voilà, donc il faut pas se dire que si jamais l'épidémie de Covid s'arrête, petit à petit, on va revenir sur un système où on retournera au travail. Alors, pas forcément 5 jours par semaine, c'est vrai, ce qui laisse la possibilité d'être à 1 heure, 2 heures, parfois 2h30, 3 heures de son travail. Pour des Parisiens qui veulent télétravailler à Limoges, il doit y en avoir. Des Parisiens qui veulent télétravailler à Brive, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Quand on est à plus de 2 heures déjà, quand on a passé Châteauroux déjà depuis Paris, sur la ligne Polt, bon, déjà, télétravailler quand on est allé à Limoges et y aller 2 fois par semaine, ça commence à devenir un peu compliqué. Par contre, y aller 1 fois par semaine et rester la nuit à Paris, c'est possible. Il y en a quelques-uns dans notre territoire du Limousin. En Nouvelle-Aquitaine, il y en a bien sûr beaucoup à Bordeaux. Il y en a, moi je n'ai pas les statistiques, mais effectivement, c'est un mouvement. C'est durable? Oui. Ça va se renforcer? Oui, mais il y aura toujours des métiers qui seront complètement exclus de ça. Pensons à eux quand même. Et on en a besoin. On a besoin d'attirer des médecins et c'est pas télétravaillable. Enfin, pas pour les médecins généralistes, par exemple.
Alors je vois Valérie qui nous dit, et bien sûr, revitaliser le territoire est une formidable opportunité, car les difficultés d'emploi sont bien prégnantes à la campagne. Alors on va aborder ça. Hein. Je commence à... Vous savez, c'est un peu comme avec les chevaux, on les laisse s'essouffler, puis après on voit ce qu'on peut faire. Mais bon, là, je me dis, va s'essouffler. Et après, je poserai mes questions. Ouais. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est très intéressant. Je suis dure à essouffler quand même. Non, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mario qui dit il faut du boulot pour toutes ces familles. Oui, on va en parler, Mario, oui, on aussi. va en parler. Et d'ailleurs, on va attaquer la troisième partie. Alors, j'ai fait un petit montage. On est parti de votre site parce qu'en fait, Laou, c'est une plateforme hein, aussi techniquement. Et en fait, sur cette plateforme, il y a l'ensemble des directions que vous prenez, il y a l'ensemble des choses que vous faites. Donc, allez, on y est là. Donc, on a un visuel sur la page d'accueil du site. C'est très, très bien fait. On a vu les objectifs généraux autour de l'attractivité du territoire. Maintenant, je voudrais qu'on voit un peu l'entreprise là-haut. Déjà, qu'on en vienne à ce que je voulais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Aurore Thibault, qui était partie pour passer toute sa vie dans la misère et dans le social, elle s'est dit, pas un matin, je me lève, je vais devenir chef d'entreprise. Comment ça s'est passé? Ça m'intéresse. Alors, il y a deux petites raisons qui se sont cumulées. La première, j'étais pas très épanouie dans mon travail et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça, voilà. J'étais pas assez épanouie dans mon travail. Emmaüs, c'est une association formidable qui me plaisait énormément, mais moi, mon poste était pas extrêmement passionnant. Voilà, c'est comme ça. Et puis bon, c'est une conjonction des forces. Hein. Des fois, dans un métier, on se sent pas forcément très bien et c'est de la faute de personne. Il y a des moments, c'est des moments de vie aussi. Et j'avais vraiment, donc je me suis dit, effectivement, je veux des responsabilités, je me sentais potentiellement un potentiel de leader, en tout cas, mais j'en étais pas certaine. Mais je me disais, bon, faut quand même que tu explores le fait d'être à ton compte. Et puis j'avais vraiment à cœur de travailler sur cette question des territoires, mais je me suis posé la question pendant quelques temps, pendant quelques semaines, de monter un projet dans le social. Donc voilà, c'était vraiment, j'avais quand même envie d'être entrepreneur et cette question de l'attractivité était en compète un peu avec la question du social et finalement l'attractivité a gagné parce que je sentais qu'il fallait qu'un acteur existe sur ce marché pour réconcilier les talents avec les territoires qui étaient un peu boudés. Techniquement, vous aviez déjà des bases, vous avez des gens qui étaient entrepreneurs dans votre famille, vous êtes fait aider, comment ça se passe? Alors un paysan, enfin un éleveur, comme mon papa, est un entrepreneur. Oui. Parce que éleveur, c'est souvent des métiers qui sont dénigrés dans la société, mais c'est l'entrepreneuriat le plus beau du monde. Je vais passer 30 secondes à en parler parce que ça me tient à cœur. Mais un paysan, c'est quelqu'un qui connaît la nature, donc qui va travailler la nature. C'est un peu un agronome. C'est quelqu'un qui est véto. C'est quelqu'un qui est mécano, qui répare ses machines. C'est quelqu'un qui est vendeur, qui est commercial, qui doit être obligé de vendre ses animaux. Et c'est quelqu'un qui est gestionnaire. Donc c'est vraiment des métiers qui sont passionnants. Et du coup, c'est le plus bel exemple de l'entrepreneuriat. Bah voilà, c'était ma famille. En fait, je ne l'avais pas forcément intuité à ce moment-là quand j'ai créé ma boîte, mais je pense que dans ma famille, j'avais vu des gens monter leur petite entreprise, une exploitation, un chef d'exploitation, c'est ça. Et du coup, j'avais cet exemple-là, mais qui était quand même assez éloigné de l'attractivité des territoires. Et mon conjoint était assez familier, effectivement, de cet univers déjà du numérique, qui n'était pas du tout familier pour moi. C'était pas du tout mon univers, hein, voilà. Et il a fallu que je rencontre mon associé pour que ce soit plus clair pour moi, parce que elle était spécialisée du digital. Mais moi, j'étais pas du tout familière avec ça. J'avais pas d'argent, j'avais pas d'apport, j'avais pas de grandes connaissances de comment créer une entreprise. Ça a été long et douloureux au début, je dois le dire, quoi. Parce qu'effectivement, moi, ce que je voulais, c'était changer le monde. Hein. Ce que je voulais, c'était ramener des gens en ruralité. C'était pas, ça aurait été par créer une asso. J'ai créé une entreprise parce que c'était le moyen qui me paraissait le plus simple d'aboutir à ce résultat. Mais j'y connaissais rien. D'accord. Et heureusement que j'ai été aidée, voilà, par des gens dans mon parcours. Quel est aujourd'hui le modèle économique de Laou? Parce qu'on a bien compris les valeurs, on a bien compris l'engagement. Et le modèle économique, c'est quoi?
Les territoires nous rémunèrent en fonction du nombre de talents qu'ils ont envie de voir arriver sur leur territoire, grosso modo. Expliquez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir un territoire Ça veut dire qu'on travaille avec des départements, des communautés de communes, parfois des villes, et on peut même travailler à l'échelle régionale. Et en fait, on leur propose, donc on leur met à disposition notre outil, donc la plateforme laou.fr. Et du coup, grâce à cette plateforme, ils vont pouvoir promouvoir leur territoire, donc montrer des choses sympas. Et surtout, nous, on va se débrouiller pour que des gens voient, le maximum de gens voient, entendre parler de ce territoire avec lequel on travaille et s'inscrivent sur laou.fr pour venir vivre en Creuse, dans la Haute-Marne, dans la Haute-Vienne, etc. Donc, on a déjà travaillé avec plusieurs territoires. Et du coup, ces personnes s'inscrivent. Une fois qu'elles sont inscrites, on les prend en charge, vraiment individuellement, un par un, on les appelle. Et on va faire un point sur leur projet. Donc, par exemple, aujourd'hui, mon équipe, elle a appelé une dizaine de personnes qui ont un projet de mobilité géographique. Et du coup, on a essayé de les orienter vers nos territoires clients et de leur dire, voilà, tel territoire, c'est super, tel territoire, c'est super. Il y a tel secteur d'activité qui est développé dans ce territoire. Tiens, tu es aide-soignante et ton conjoint, il est électrotechnicien. Je peux peut-être te trouver du boulot dans ce territoire. Je vais te mettre en relation avec Guillaume du département de la Meuse. Je vais te mettre en relation avec Charlotte du département de la Corrèze, je vais te mettre en... etc., etc. Donc voilà, nous, on drive, en tout cas, on gère une somme de talents qu'on va attirer sur laou.fr et qu'on va rediriger vers les territoires qui sont clients de laou. Comment vous faites pour les amener sur laou.fr? C'est quoi? C'est une histoire d'algorithme? C'est quoi? C'est de la promotion tout azimut? C'est quoi? Alors, on a une façon, oui, c'est de la promotion, tout azimut, effectivement. On va les chercher là où ils sont. Enfin, l'objectif, c'est d'en ramener le plus possible. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux, même si vous le voyez. On ne le voit pas forcément en région parce qu'on n'est pas les cibles. Hein. Vous n'êtes pas la cible de laou, vu que vous habitez déjà là. Donc, on va beaucoup diffuser des publicités sur les réseaux sociaux envers les franciliens notamment, voire d'autres métropoles, hein, des Nantais, des Bordelais, des Lyonnais, des Toulousains. On va donc diffuser des publicités comme quand vous traînez sur Facebook et que vous vous dites « qu'est-ce que je fous là ?» et que vous avez une petite publicité qui défile sur votre fil Facebook, voilà, nous on va diffuser des publicités comme ça, on va acheter des mots-clés, on va écrire des articles, on va faire des vidéos, on va faire beaucoup de promotions, on travaille beaucoup avec les médias aussi, donc on a plein de façons d'aller capter cette attention et on a une façon de parler des territoires aussi, c'est très important, on a une façon de les vendre qui n'est pas institutionnelle et qui du coup fonctionne bien. Ça permet d'attirer l'attention. On change le discours. Exactement. Voilà. Donc après, on a des gens qui s'inscrivent sur laou et on les prend en charge. Voilà. Donc les gens s'inscrivent. L'idée, c'est le boulot. Ils viennent pour travailler. Hein. C'est ça l'axe central. Donc là, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails de ce que vous faites par rapport à ça? Exactement. Alors du coup, nous, on a une partie de notre équipe qui peut être en lien directement avec des entreprises qui recrutent. Hein. Donc, si vous avez des problèmes de recrutement, n'hésitez pas à le faire remonter à notre équipe. Elle va l'enregistrer. Je ne dis pas qu'elle va vous trouver le talent. Demain, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on peut étudier notre base de données. On peut enregistrer votre demande pour essayer de lui apporter des talents en face. Donc, voilà, on peut avoir ce lien direct avec les entreprises. On peut avoir un lien indirect via le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les 10 personnes qu'on a qualifiées, il y en a certaines, elles vont correspondre à des entreprises qui nous ont remonté des offres d'emploi. Donc là, on se passe du territoire, on l'envoie directement. En revanche, par exemple, en ce moment, on a une campagne qui tourne pour le département de la Meuse. Donc, on a un interlocuteur. Et du coup, on a, je vous prends l'exemple de l'électrotechnicien et puis de l'aide-soignante, là, parce que je me souviens de ce dossier d'aujourd'hui. Donc, c'est le petit couple, ils ont 2 enfants. Lui, il est électrotechnicien, elle est aide-soignante. Et donc, ils veulent déménager, ils n'en peuvent plus de Paris, vivent dans un 40 mètres carrés en banlieue. Enfin, c'est l'horreur. Hein. Ou 60 mètres carrés, je ne sais plus, mais c'est nul, quoi. Donc, ils veulent partir. Nous, on les met en relation avec le département, parce qu'on n'a pas directement d'entreprise là-bas. Et on dit, avec notre interlocuteur du département, on lui dit, voilà, ça c'est un projet prioritaire, ils sont vraiment très motivés et ils ont des métiers qui peuvent être intéressants pour le territoire, qui sont demandés. Et donc là, Guillaume va prendre en charge ce petit couple, les appeler, leur dire, moi je peux vous mettre en relation avec telle entreprise qui recrute régulièrement des électrotechniciens. Voilà, donc il va simplement faire une mise en relation ou mettre en relation avec un conseiller de Pôle emploi un peu péchu qui va prendre en charge la famille, les mettre en relation avec la bonne boîte et puis être soignante, c'est pareil, les mettre en relation avec la bonne boîte. Donc en fait, on fait des choses très simples, très concrètes, très très concrètes. On va mettre en relation des gens pour que leur projet avance.
et mature. Et nous, on a gagné le jour où voilà, la maison, elle est achetée ou elle est louée et le jour où ils sont installés. Et tout ça se fait de façon très très concrète via notre équipe et en relation avec les territoires. Voilà. C'est très naïf, mais c'est fait exprès. Pourquoi les territoires Ah oui, alors c'est Amazon qui se met en route. Voilà, ça l'a pas fait depuis 10 ans. Voilà, c'est les aléas du direct. Mais c'est pas grave, c'est le direct. Ne croyez pas qu'il y a quelqu'un de plus. Il n'y a personne dans cette maison. Finalement, si c'est si simple que ça, pourquoi les territoires ne le font pas? C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, ce qui est très dur, c'est d'attirer les gens à nous. C'est de les faire s'inscrire dans une démarche de mobilité. Ouais. Et ce qui est très dur, c'est de les faire s'inscrire dans une démarche de mobilité pour aller vivre en Meuse. Oui. Parce que je peux vous dire que nous, on se plaint, hein, mais on n'est pas dans le Grand Est, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est très dur, mais on a démarré avec la Haute-Vienne, hein, pour tout vous dire. On a démarré avec l'opération qui a fait un capital, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ce capital sur Limoges, qui était formidable. C'était une magnifique opération. On s'est lancé sur le marché des territoires avec cette opération-là, enfin, avec ce type d'opération-là à ce moment-là. On a travaillé avec la CCI, d'ailleurs, hein, que je remercie, et le département de la Haute-Vienne. Et donc, on a fait une très belle opération qui a très bien marché. On a eu plus de 1000 inscrits, je ne me souviens plus exactement des chiffres. Et en fait, c'est pas facile d'avoir le bon discours, de diffuser les bonnes publicités à la bonne cible et de travailler. Nous, on travaille nos publicités tous les jours. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe, il fait ça, et il tourne en boucle sur les publicités des territoires pour que tous les jours, il y ait des gens qui s'inscrivent. Parce qu'en fait, il faut que les gens voient la pub, il faut qu'elle soit attractive, il faut qu'ils aient envie de s'inscrire et que quand ils s'inscrivent, que le formulaire soit bien fait. Qu'il y ait quelqu'un qui les prenne au téléphone pas trop longtemps après qu'ils se soient inscrits, sinon ils sont démotivés, ou sinon ils ont vu un autre territoire et ils se sont dit « Ah, finalement, je vais faire comme tout le monde, je vais aller à Bordeaux ». En fait, il faut assurer un service. En fait, on n'aura personne qui viendra s'installer dans des territoires ruraux, des petites ou moyennes villes, sans qu'on fasse de l'effort pour leur rendre le parcours agréable. Et quand on a quelqu'un de l'équipe de l'AOU qui appelle un candidat qui vient de s'inscrire, en fait, les personnes sont très agréablement surprises parce que c'est pas la ville de Bordeaux, enfin j'adore la ville de Bordeaux, mais c'est pas la ville de Bordeaux qui va appeler les gens. La ville de Bordeaux, elle s'en fout, elle a déjà trop de gens qui arrivent. Donc en fait, les territoires qui prennent la peine de faire cet effort-là, eh bien, ils montrent aux gens qui sont désirés. Donc en fait, la partie, elle est déjà gagnée parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont pas très très heureuses dans les très grandes métropoles, c'est aussi des gens qui subissent. Ils ont un peu l'impression de subir leur vie, parfois l'impression d'être isolés, l'impression de ne plus avoir trop de convivialité parce que c'est un peu métro boulot dodo. Donc là, on leur tend une main en fait. Et on leur tend une main à toutes les étapes. La pub, l'inscription sur l'AOU, le fait que quelqu'un rappelle derrière, qu'il accompagne, qu'il prenne du temps d'écoute. C'est pas... Quand on va sur l'AOU, on se dit « Ah, c'est une plateforme digitale ». Non, c'est pas une plateforme digitale. C'est une équipe qui installe chaque jour des gens dans des zones qui, a priori, n'étaient pas attractives. Voilà. Il y a beaucoup de choses derrière le digital. Le digital peut faire peur. C'est un très bel outil. Mais c'est un très bel outil. Ouais. Le digital, en général, est un très bel outil. Il ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le dites, et moi je vois bien aussi, hein, je suis un peu dans le digital à un autre niveau, mais c'est pas parce que vous publiez quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux que tout le monde le regarde. Hein. Loin de là. Hein. Ah oui, loin de là. Ouais. À un moment donné, il y a toute une stratégie, ouais. Il faut des vrais professionnels. Je le dis, je fais juste une petite aparté, je le dis à tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter aujourd'hui et qui se disent « Ah, je vais le mettre sur Facebook, il y aura du monde ». Oui, il y a des milliards de gens sur Facebook. C'est pas pour autant que votre offre elle sera vue et pas forcément par les bonnes personnes. Hein. Il y a un vrai travail derrière. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui mériterait d'être beaucoup plus expliqué parce qu'on perd beaucoup de temps. Des fois, c'est très chronophage, hein, tout ce qui est numérique, mais c'est encore plus chronophage quand on y perd du temps parce que des fois, c'est comme le reste, il y a des cibles, il faut arriver à orienter. C'était très bien expliqué d'ailleurs. Hein. Mario nous dit... Ah, Mario, alors, elle va répondre. Mais c'est pas vraiment ce qu'elle dit, Aurore, mais elle va répondre. Je vous donne la question. Mario, il dit, pourquoi faire venir des familles extérieures? Ne serait-ce pas mieux de former des personnes qui sont déjà là ou au chômage? Alors, excellente question. Hein, Mario, c'est super. Excellente question. Les deux sont utiles. Pourquoi ne former que des gens qui sont sur le territoire?
En fait, on essaye de former des gens qui sont sur le territoire. On essaye, je pense que tous les jours, la région Nouvelle-Aquitaine, le département, la métropole de Limoges en tout cas, et puis les autres territoires de notre grande région, et même la France entière, Pôle emploi se démène pour essayer de former, de faire des formations dans des boulots où il y a dans des secteurs où il y a du boulot. On essaye de faire ça. Ça n'empêche pas la pénurie de talents. Ça n'empêche pas des écoles de fermer dans la ruralité. Ça n'empêche pas la démographie depuis des dizaines d'années d'être atone dans nos territoires. En fait, ce n'est pas parce qu'on forme plus de gens et qui vont fournir du coup de la main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises d'ici qu'on va régler le problème de l'attractivité, certainement pas. Et le problème de l'adéquation, ça fait déjà des années qu'on fait des plans formation, ça n'a pas résolu le problème. Donc, pour moi, il n'y a pas une solution à un problème aussi majeur que l'emploi. Il n'y a pas une solution au problème d'adéquation offre d'emploi talent. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'énergie. Moi, je suis ravie quand je peux travailler avec l'APEC. D'ailleurs, l'APEC est formidable dans notre région. Pôle emploi. On a travaillé avec Pôle emploi. C'est super, hein, Magali. Je crois, Magali. On a travaillé avec Pôle emploi. Déjà, c'est des gens formidables. Il y a des gens qui essayent de faire des choses extraordinaires. Il y a des dispositifs régionaux, nationaux qui sont super. Cumulons nos efforts, en fait. Cumulons nos efforts. Alors, en plus, c'est quand même un peu, l'approche est un peu différente quand même. C'est évident que l'emploi fait partie de la dynamique d'un territoire. Vous le disiez tout à fait au début, il n'est pas question de faire venir 500 000 personnes. Par contre, l'idée, c'est d'amener des compétences, des expertises dont on manque peut-être et qui veulent venir ici. C'est pas tout à fait la même démarche. Hein. Oui, et puis on n'attire pas que des salariés, attention, on attire effectivement des télétravailleurs, on le disait tout à l'heure, mais on attire aussi des artisans, des commerçants, on attire des petits entrepreneurs, on attire des freelances, on attire des gens qui n'ont pas forcément besoin d'un métier tout de suite, et on essaye d'attirer le Graal, donc c'est la même vidéo que vous avez montré tout à l'heure, des soignants. Des gens qui veulent aller à Center Park. la vidéo, j'avoue, elle est un petit peu... Maintenant que vous le dites... non, mais c'est après. Attends, moi aussi, je fais des vidéos des fois. Je me dis, putain, on avait eu cette idée, mais qu'est-ce qu'on a sorti? C'était génial le jour où on nous l'a diffusé, mais alors, qu'est-ce que tu as bien travaillé? Et putain, puis après, tu as quelqu'un qui dit, ah, vous avez choisi cette couleur? Ah, c'est ça? On va à Center Park? Bon, enfin, voilà. C'est juste pour vous taquiner. Voilà. Non, mais là, c'est pareil. Hein. On parlait du numérique. La communication, hein, c'est toujours très compliqué. Il faut se méfier des gens qui ont toutes les vérités. Voilà. Vaut mieux être dans le questionnement des fois que dans l'affirmation, c'est pas plus mal. Bon, on a vu, on a compris à peu près ce que vous faites. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de résultats. Hein. Vous nous avez parlé de la coquille, maintenant je veux voir ce qu'il y a dedans, je veux voir qui vous avez travaillé. Oui, Sylvia, elle ironise un peu sur le coup de Center Park. Elle dit travailler en vacances, c'est bien. Eh bien oui, bien sûr. Allez, on va faire. Vous m'avez fait passer une sorte de carte de Noël hein, qui permet voilà, qui vous a permis de souhaiter les vœux, je crois. Voilà, et qui est plutôt bien. Donc on va le diffuser et vous allez être à l'antenne en même temps. On va faire un point sur cette année. Donc les gens, les internautes vont voir ça. Comment s'est passé? Alors déjà, ça a commencé quand là-haut? 2017. 2017. Et oui, ça commence à faire pour une start-up. On reviendra sur le principe de la start-up un peu plus tard. Je vous le dis que vous ne me le disiez pas maintenant. Ça a grossi à quelle vitesse? C'est long. C'est long. Alors, nous, on se définit comme une start-up les jours... certains jours, mais de moins en moins. En fait, nous, on est une entreprise. C'est voilà, point. On a des salariés, on a des associés, on a un chiffre d'affaires à faire, des charges, voilà, etc. Donc, on est une entreprise, tout ce qui est de plus classique. On va doucement parce que quand on règle un problème difficile, ça peut pas aller vite. Voilà. Donc nous, on est 6 aujourd'hui, on n'est pas 40, on n'est pas 50, on n'est pas dans la trajectoire d'être une licorne, on n'a pas levé 250 millions d'euros et voilà, et tutti quanti. On n'est pas du tout dans cette trajectoire. Quand vous dites on va doucement, moi j'ai aussi une entreprise qui n'a rien à voir avec la taille de la vôtre, mais aller doucement, ça veut dire quand même qu'il faut qu'il rentre de l'argent. Ah bien sûr. Hein, parce que
On le sait aussi quand on choix. démarre, surtout sur des hypothèses comme les vôtres, avec une partie technique, une partie relationnelle, une partie... en plus, un concept qu'il faut... donc pendant tout ce temps-là, vous ne fabriquez pas forcément d'argent. C'est pas tous les jours, il ne tombe pas 500 millions d'euros dans la cagnotte. Comment ça se passe? Au départ, vous avez été aidé pour avoir une assise financière qui vous a permis de développer tranquillement ou Au départ, comme tous les entrepreneurs de France, enfin beaucoup, on a été aidé par Pôle emploi, qui a un magnifique dispositif, c'est d'aider les entrepreneurs en simplement leur permettant de toucher leur chômage quand ils ont cotisé. Donc moi, j'ai eu le chômage, mon associé a eu le chômage et on a galéré pendant 2 ans. On avait quasiment 0 revenu, 0 chiffre d'affaires. On essayait d'inventer une solution pour mettre en relation ces talents, ces territoires et ces entreprises qui recrutaient. On n'avait aucune idée de comment attaquer le marché. En plus, on était en période, ce qu'on appelle de l'évangélisation de marché, c'est-à-dire notre marché, l'attractivité des territoires, c'était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, le marketing des territoires aussi, il n'y avait pas d'outils, on était les seuls un peu à dire on va... Donc en fait, c'était très complexe. Voilà. Donc effectivement, on a eu l'aide de Pôle emploi, heureusement chacune pendant 2 ans, parce que c'était impossible de nous verser un salaire. Et puis après, on a fait une première levée de fonds. Une petite levée de fonds. C'est quoi une levée de fonds pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, une levée de fonds, en fait, on est allé chercher des associés, si vous voulez, ce qu'on appelle des business angels, donc des personnes qui ont un peu d'argent de côté et qui vont dire, OK, je crois dans cette équipe. Pour l'investir. Voilà, qui vont l'investir. Donc, c'est des investisseurs, si on veut. Et donc, aujourd'hui, nous, on a plusieurs investisseurs qui ont investi dans la houe. Donc, on les remercie, notamment certains du Limousin, d'autres parisiens, et un fonds qui est notamment abondé par la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle le fonds NACO, qui est géré par une société qui s'appelle Aquiti Gestion. Donc, ils nous ont soutenus et on les remercie évidemment, parce que sinon, la houe ne pourrait pas exister sans cette première levée de fonds. Donc, pour nous, c'était une question de survie. Et ils nous ont fait confiance, ils se sont dit, ils sont en train de créer quelque chose de vraiment nouveau, qui va vraiment apporter une valeur. Donc là, on vous a donné un peu le confort de poser les choses. Alors un confort relatif, mais un confort, effectivement. Enfin, c'est-à-dire en tout cas, une confiance et un peu d'argent pour faire de la R&D, c'est-à-dire pour construire cette plateforme. Effectivement, de la recherche et du développement. Voilà, de la recherche et du développement. Construire un algorithme, effectivement, pour aller plus vite sur la plateforme, pour que les talents, ils ne mettent pas des plombs à être mis en relation avec une entreprise. Ça a un coût. Effectivement, nous, on a un développeur à temps plein. Moi, mon associé, c'est elle qui dessine les maquettes. Donc ça, c'est pas une commerciale et c'est pas un opérationnel. Donc, ils ramènent pas du chiffre d'affaires tout de suite. Donc, on est obligé de financer leur salaire. Voilà. Donc du coup, c'est très difficile. Et puis, on a mis longtemps à construire une offre qui marchait, c'est-à-dire qui faisait que des talents pouvaient s'inscrire en masse. C'est-à-dire pas un talent chaque mois, mais 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000 par mois. Voilà, on est en train d'aller vers cette trajectoire. 10, 5000 Non, alors j'exagère un peu parce que je vois le futur. Alors, nous, aujourd'hui, l'année dernière, on a inscrit 6250 personnes sur la houe. Et du coup, l'objectif, on a fait déménager 130 familles. Et l'objectif cette année, c'est de faire déménager entre 300 et 400 familles. Donc, vous voyez, de tripler les résultats. Donc, 130 familles, ça fait à peu près 300 personnes ou 350 personnes qui sont arrivées chez nos partenaires, dans nos territoires ou qui ont été recrutées par une entreprise. Donc, 350 personnes, on est très fiers de ces personnes qu'on a pu faire déménager. C'est un premier pas. Et puis, l'année prochaine, on espère faire 1000 personnes. Donc, voilà. 1000 personnes, c'est combien d'écoles qui réouvrent? C'est ça la grande question. Voilà. Il faut faire attention pour les gens qui écoutent. N'hésitez pas à poser des questions, parce que oui, Sylvia, je vais poser votre question, mais on va y arriver. Mais comme ça, dans l'absolu, ça paraît peu. C'est-à-dire, elle parle avec tellement d'enthousiasme, Aurore, qu'on se dit, Léon, tout ça pour ça. On a fait déménager 130 familles. Ouais, mais vous ne l'avez pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est ça. C'est énormément de travail. D'énergie, ouais. C'est pas 130 familles qui sont allées à Bordeaux, parce que ça, je vous en fais déménager. 4000 demain, il n'y a pas de problème. C'est 130 familles qui ont déménagé, pour 80% d'entre elles, dans des territoires ruraux ou petites et moyennes villes, pas très sexy. Donc, voilà, c'est pas pareil. Alors, nous donner quelques exemples. Qui sont ces gens? Alors déjà, est-ce que... alors, ça continue de tourner. Là. Je suis content, je suis balèze, moi. Alors vraiment, en développement, donc le bilan va tourner, les gens vont se coucher ce soir avec le bilan de là-haut. D'abord des couples,
Alors, c'est souvent des couples avec enfants. On est quand même sur une tranche d'âge entre 30 et 50 ans en règle générale. D'accord. Donc, des couples souvent avec enfants, des actifs, Oui. souvent. Donc, salariés, entrepreneurs, artisans, commerçants. Et effectivement, ça paraît pas beaucoup. Après, là, moi, je vous parle vraiment de ceux qu'on a installés de bout en bout. Oui. Mais il y a les 6250 personnes qui se sont inscrites. Il y en a peut-être voilà, qu'on n'a pas pu tracer, Oui. mais qui ont utilisé la houe à un moment donné de leur parcours. Donc voilà, on a quand même aidé à un moment donné 6000 personnes dans leur mobilité. Est-ce que je me fais une mauvaise idée si je me dis, je fais exprès, je pousse un peu le bouchon, mais bon, finalement c'est assez facile, c'est des médecins, c'est des cadres sup, c'est des gens qui veulent un peu se faire plaisir, aller à la campagne, ils seront sûrs de trouver du travail, des choses comme ça. Non. Voilà. Non, pas du tout. Alors, c'est qui? Alors, déjà, des médecins, il y en a très peu qui veulent aller en ruralité et je peux vous dire que c'est le Graal aujourd'hui. Et nous, on essaye de se positionner là-dessus parce qu'on veut faire la différence en montrant aux médecins que exercer en ruralité, c'est pas la vie qu'on avait il y a 50 ans. C'est pas des déplacements tout le temps, des gardes horribles. Déjà, les gardes, ça n'existe plus. C'est donner du sens à son métier de médecin. Et nous, on veut raconter la vraie médecine de campagne, celle d'aujourd'hui. Voilà. Bon, ça, c'est un petit aparté sur les médecins. Ça me tient beaucoup à cœur. C'est intéressant. Moi, j'ai quelqu'un de la famille qui va devenir médecin. Arrête pas de lui dire d'aller bosser en ruralité. Oui, mais ils veulent pas beaucoup. Ouais. Nous, on a beaucoup de médecins qui s'inscrivent pour aller sur la Côte d'Azur. Et je vous cache pas, on les appelle les médecins Club Med d'ailleurs. Pour vous rassurer, ceux-là, on ne les fait pas payer au territoire. Par contre, on leur demande de payer s'ils veulent s'installer dans des zones surdotées. Voilà, c'est ça nos valeurs aussi, les valeurs de là-haut. Mais ça, c'était un petit aparté sur les médecins. Globalement, on a une très bonne représentativité de la population française. Mais vraiment excellente, quoi. Dans nos opérations, c'est-à-dire là, dans la Meuse, pour la Corrèze, pour la Haute-Marne, on a travaillé il n'y a pas longtemps pour la Haute-Marne, pour une ville aussi en Picardie. On avait une assez bonne représentativité de la population, c'est-à-dire qu'on a des artisans, des ouvriers, des employés, des cadres, des fonctionnaires, on a de tout. On a des demandeurs d'emploi, on a des soignants, on a de tout. Et du coup, on arrive à faire s'installer un petit peu cette représentativité de la population française. Donc, c'est pas du tout un truc de cas de sup. Non, mais très bien, c'est pour aller vers contre les idées reçues. Les gens. Complètement. Il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que pour ces gens-là, c'est gratuit. Ah oui, complètement. Non, c'est important. Pas... Sauf les médecins qui veulent s'installer à Nice. Non, mais à part eux, tout est gratuit. J'en côtoie tous les jours. Non, c'est super les médecins. Super. Attendez, je fais un plan. Cœur dans les mains. Ouais, les médecins, super. Merci. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, pour les gens qui écoutent, avec quel territoire vous avez travaillé? Donnez-nous des noms. On a compris la Meuse. La Meuse, on a compris. Alors, on a travaillé avec le Cantal en premier. C'était notre première opération. On était tout piou-piou. C'était les premières années. Ouais. Les 2 premières années, on a travaillé avec le Cantal. On a fait des très belles opérations. Il y a eu il y a eu des recrutements, des installations, etc. On a travaillé avec, on a fait une opération avec la Haute-Vienne et la Creuse, cumulée. Donc là, c'était avec Pôle Emploi. On a fait une opération avec la Meuse en ce moment, avec la Haute-Marne. On est en train de commencer à travailler avec les Côtes d'Armor. On va travailler avec la Bourgogne. On a travaillé avec la Haute-Vienne sur une opération en 2020. On a travaillé avec la Corrèze. On a travaillé avec la ville de Laon. Enfin voilà. Et ça va voilà, c'est important de le citer parce que bien sûr. Voilà, on vous voit vous, mais on ne voit pas de quoi est fait le. Et on travaille avec des entreprises aussi en direct, encore une fois. Les entreprises peuvent nous remonter. On a beaucoup travaillé dans l'univers de l'informatique. On continue à travailler avec des entreprises de l'informatique, notamment parce qu'elles galèrent souvent à recruter. Donc voilà, on peut travailler avec des entreprises en direct. Après, on peut peut-être aussi dire à Madame Aurore Thibault que s'il y a des gens qui ont besoin de se trouver du travail, il y a un magnifique site régional qui s'appelle www.emploi-du-6 nouvelle-du-6 aquitaine.fr. J'en profite pour vous le dire, notamment il y a plein d'offres en ce moment sur les contrats saisonniers, plein d'offres sur l'île de Ré, plein d'offres en Creuse, il y a plein d'offres en ce moment, allez-y. Je vous rappelle aussi que vous pouvez déposer votre CV gratuitement et les employeurs peuvent consulter tous les CV gratuitement et le dépôt d'offres d'emploi est gratuit. Ça, c'était la minute d'autopromo. Sylvia, qui écoute bien, nous dit 6 personnes, c'est peu. 6 personnes dans notre entreprise. Voilà. Allez. Alors elle a raison. C'est qui ces personnes qui sont ces professionnels qui travaillent, dont vous faites partie? Les 6? Ah oui, je m'inclus dans les 6. Ouais. Alors c'est qui ces personnes?
Alors d'abord, c'est mon associé donc, qui s'appelle Perrine, donc 2 femmes dans l'entrepreneuriat. Hein, on a dit qu'on en reparlera un jour. C'est très intéressant comme parcours. Du coup, donc elle c'est vraiment la tête pensante du digital. Elle, hein, voilà, donc c'est une autre compétence que la mienne, très complémentaire. Donc c'est elle qui imagine, qui construit, qui fait l'architecture du site, si vous voulez. Donc on a un développeur qui s'appelle Thibaut, qui est à nos côtés depuis le début, et puis qui lui était à Paris, donc a déménagé à Clermont-Ferrand, donc il a fait aussi le parcours de la houe. Donc lui, il code le site. On a quelques personnes qui nous aident en freelance aussi, en externe, pour nous aider sur quelques compétences des prestataires sur le site aussi. À Clermont-Ferrand aussi, on a Charlotte, parce qu'on a démarré la boîte à Clermont. Oui, c'est pour ça qu'on a un historique. Vous avez un site à Clermont. Oui, on a un bureau à Clermont. On a un bureau à Clermont et un bureau à Limoges. Enfin, et notre siège est à Limoges. Il y a marqué Paris. Alors, Paris, c'est parce qu'il y a mon associé qui est à Paris. C'est la classe. Dès que vous voyez une entreprise, vous voyez... Bientôt, il va y avoir écrit Londres, New York. Non, c'est super. Ouais, alors il y a beaucoup d'entreprises du Limousin ou des régions globalement qui mettent Paris parce que sinon elles considèrent qu'elles auront moins de contrats. Et ça, je trouve que c'est très, très triste. Mais c'est la vie et je les comprends, hein, je les entends. Nous, effectivement, on a quelqu'un à Paris, sinon on ne le mettrait pas parce qu'on revendique avec fierté notre régionalisme ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais du coup, on a 2 personnes, donc à Clermont, Charlotte et Thibaut. Donc Charlotte est la directrice opérationnelle des opérations collectivités. Donc c'est vraiment elle qui orchestre le bon lien entre les talents et les territoires. On a au sein de l'équipe du coup de Limoges une responsable marketing qui s'appelle Marine, qui elle orchestre la partie s'adresser aux talents pour les séduire, qui a fait la petite vidéo pour les médecins. Non, voilà. Super. Marine, alors là, voilà. Là, chapeau. Hein. Voilà. Et on a Carla qui est responsable de la partie relations entreprises, donc plutôt recrutement pour aider les entreprises à recruter. Voilà, donc au-delà de ces 6 CDI, on a aussi des alternants. Il faut y penser à tous nos petits juniors qui nous aident. On est des gros pourvoyeurs de stages et d'alternance pour l'IAE de Limoges notamment. Du coup, ils nous aident évidemment beaucoup. Et puis on participe aussi à les former, j'espère en tout cas, leur apporter quelques billes pour leur carrière. À part venir me voir dans mon salon, vous faites quoi? Alors moi, je fais... Compter l'argent. Ouais. Alors, évidemment, comme tous les entrepreneurs, je regarde, je check ma trésor tous les jours. Non, évidemment, ça c'est mon rôle, faire attention aux finances, parce qu'on est une petite entreprise et que ce qu'on fait, on travaille avec des collectivités locales. On n'est pas encore on n'a pas tout à fait atteint la rentabilité, mais on va vers, donc on est très content. Mais vous, rassurez-moi, vous parlez au territoire. Moi, je parle au territoire. Ouais. Moi, mon job, ma passion, mon envie, c'est de travailler au territoire. Je travaille avec les territoires. Il faut savoir que chaque territoire a une... c'est pas parce qu'on a une plateforme, qu'on a une méthode, qu'on l'applique de la façon exactement la même à tous les territoires. Les territoires sont différents. Quand on travaille avec... si on travaille avec la Creuse, on va pas du tout parler aux talents de la même façon que si on travaille avec les Côtes-d'Armor ou la Haute-Marne. Donc on a vraiment un attachement... à penser notre action avec chaque territoire de façon distincte. Et du coup, moi, j'adore ces relations avec les territoires parce que j'adore entendre leurs problématiques. Et récemment, des fois, je suis en aval aussi avec les territoires et j'ai fait un témoignage. Ça m'arrive encore de faire des témoignages avec les gens qui ont travaillé avec nous. Mais ça m'a beaucoup marqué parce qu'il y a une élue qui est vice-présidente au département de la Haute-Marne qui a dit je m'attendais pas. On leur a envoyé 500 familles, 500 contacts de familles intéressées. Et il y en a déjà plein qui sont en train de s'installer en Haute-Marne. Haute-Marne, c'est pas facile, c'est Chaumont. Hein. C'est des endroits qui sont pas faciles, c'est le Grand Est, c'est pas évident. Il y a plein de gens qui se projettent pas du tout dans ces régions. Et nous, on a envoyé 550 familles intéressées à ce territoire. 550 contacts. Et j'ai eu l'élu et elle m'a dit, pour le monde économique, pour le monde associatif, pour nous les élus, ce que vous avez fait, c'est de l'espoir. Et c'est très émouvant, pour moi ça a été très émouvant et ça a été très parlant d'avoir cet élu au téléphone qui me disait, nous, on se dit maintenant, on va encore plus investir dans l'attractivité, ça nous a donné de l'espoir, ça nous a donné du concret. Voilà, on a ces contacts de familles qui veulent venir chez nous, on va les accompagner jour après jour. Là, il y en a déjà qui ont acheté des maisons, qui ont trouvé des emplois, qui sont accompagnés tous les jours et tout. En fait, c'est génial, c'est très stimulant. Et moi, j'ai cette chance d'être au contact des territoires, de les voir avant. Donc, ils sont pleins de doutes, plein de questions. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On laisse entre nos mains là où c'est des budgets, hein, attention. Hein, on ne fait pas venir 550 familles avec 10 000 euros, hein, attention. C'est des budgets et du coup quand on a fini, quand on a passé 6 mois, qu'ils voient les résultats, qu'il y a des gens qui s'installent, etc.
En fait, moi, j'étais là au début, je suis là à la fin, et là, voilà, c'est génial. C'est génial. Là, j'adore mon métier, je me dis waouh, c'est super. Nadège nous dit, avant Sylvia, Nadège, elle nous dit 350 personnes égale 350 recrutements, point d'interrogation. Non, 350 personnes, ça veut dire il y a au moins un recrutement quand le couple arrive. Donc ça, il y a souvent un recrutement effectif. Alors, sauf exception des artisans, commerçants, indépendants, soignants qui des fois se mettent à leur compte, etc. Donc ça représente quand même 30% des gens. Donc il faut l'entendre. 30% de nos... Enfin, ouais, à peu près entre 30 et 40% selon les opérations. Toute cette zone-là, y compris les télétravailleurs. Donc il ne faut pas les négliger. Eux, ils n'ont pas vraiment besoin d'emploi pour arriver. Ils peuvent arriver sans ça. Et puis il y a tous les autres, et effectivement, ce sont des recrutements. Alors souvent, les recrutements ne se font pas de façon simultanée dans le couple, il y en a un d'abord et puis l'autre après. Et en règle générale, ce qu'on se rend compte, parce que souvent les territoires nous disent « mais le conjoint, ça va être galère, etc. » Non, il faut démystifier complètement cette question du conjoint. Il y a des tas de conjoints qui sont employables. Moi, j'ai des tas de conjoints, elles sont infirmières, aides-soignantes. Je veux dire, ça bosse n'importe où, en 2 mains. Ça négocie même le salaire. Voilà, donc vraiment, il faut se dire, il y a beaucoup de gens qui sont employables. Certes, il y a des fonctionnaires. Alors là, galère. Ouais. Et là, nous, on ne peut rien faire, on ne fait pas de miracle, on ne peut pas créer des mutations. Voilà. On peut encourager, on peut accompagner, on peut soutenir. Moralement, on peut donner quelques petits conseils et des retours d'expérience d'autres personnes qui étaient fonctionnaires, etc. Mais on ne fait pas de miracle. Par contre, on fait découvrir des territoires à des gens qui n'auraient jamais demandé une mutation là-bas. Ça, c'est certain. Voilà, mais du coup, il y a des recrutements, évidemment. Il y a des recrutements qui se font grâce à nos opérations, bien sûr. Ça, c'est évident. Sylvia, elle, juste pour revenir, je réouvre un tout petit peu, mais pas trop, parce que je vous dis, sinon on y est demain. Bon. Sylvia, elle dit effectivement, respecter l'ADN de chaque territoire est essentiel, parce que c'est ça. C'est là-dessus que vous communiquez. Ouais. Effectivement, le premier travail, c'est de bien saisir la plus-value du territoire, ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez valoriser son attractivité. Vous faites un premier diagnostic comme ça. Oui, on fait un premier diagnostic. Parfois, on arrive, le diagnostic a déjà été fait, de l'identité, un peu que veut se donner le territoire. Et c'est toujours bon ou c'est pas, où il y a besoin de... Parce que des fois, on n'est pas trop les mieux placés pour communiquer sur ce que l'on est. C'est souvent bon parce que c'est un travail d'agence de communication qui ont réfléchi quand même, c'est leur métier. Nous, on arrive, on se dit jamais « oh, c'est horrible » et tout. Non, mais c'est pas ça. Nous, on se dit souvent que c'est bon. Par contre, il faut bien que les territoires aient conscience que faire une identité de territoire, c'est-à-dire un logo de marque, etc., va pas faire venir des talents. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est le niveau 1 de l'échelle où il y en a 25 des niveaux. Donc ça, il faut vraiment qu'ils en aient conscience. C'est juste une première étape. Et nous, quand on arrive après, bah là, c'est top parce qu'effectivement, on a une identité sur laquelle se baser. Sinon, on peut donner un petit conseil, effectivement, un petit coup de pinceau sur ce qui existe. Bon, si vous avez des questions, dépêchez-vous parce que j'en suis à l'avant-dernière question. Alors, vous me direz, ça ne veut rien dire. L'avant-dernière question avec Aurore peut nous amener jusqu'à 22h, 23h. Oh, Aurore, vous vouliez absolument dire un mot sur la French Tech. Oui, je voulais dire un mot sur la tech en général. Là-dessus, expliquez-nous un peu ce que vous vouliez nous dire. Oui, alors quand je suis arrivée sur le territoire, du coup, on m'a proposé d'être coprésidente de la communauté French Tech Limousin. Et comme Laou est une plateforme, on se positionnait un peu comme une start-up, etc., j'ai décidé de m'engager parce que j'avais à cœur d'essayer que la French Tech se tourne justement vers les nouveaux entrepreneurs qui essayent qui avaient comme moi pas trop les moyens de se lancer dans une entreprise innovante. On va plutôt les appeler entreprises innovantes. Et du coup, moi, je voulais vraiment œuvrer pour ces entrepreneurs-là qui démarrent, essayer de leur donner des conseils, d'organiser les choses pour que notre communauté, elle les aide en fait. Donc la communauté French Tech Limousin, c'est une communauté d'entrepreneurs. On a 70 startups, donc entreprises innovantes qui en font partie, et plein de soutiens. Plein de partenaires. Et en fait, on essaie de faire vivre cette communauté. Une entreprise innovante, c'est quoi? C'est une entreprise qui va créer un nouveau médicament. Ça, c'est une entreprise innovante. C'est une entreprise qui va créer un nouveau capteur pour analyser les déchets dans l'eau potable. C'est une entreprise qui va créer un petit boîtier pour que les industries économisent l'eau dans leur circuit industriel. C'est une entreprise qui va créer une plateforme un outil pour que les sourds ou les malvoyants ils voient mieux
sur des sites internet et ils aient accès à un site internet. Voilà. Non, mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça, c'est des entreprises de notre communauté. Oui. C'est des entreprises qui sont derrière ce mot start-up, derrière ce mot French Tech, qui sont incompréhensibles, inaccessibles et vraiment chiants. Je suis d'accord. Il y a toutes ces entreprises qui essayent de changer les choses. Et cette communauté... Sur du quotidien, en plus. Sur du quotidien des Français. Sur du quotidien des Français. C'est incompréhensible, mais c'est sur le quotidien. J'en profite, on va recevoir prochainement Frédéric Sudreau, de Facility. Le patron de Facility, voilà, qui fait des choses formidables. Expliquer voilà, des trucs sur Internet par rapport à l'accessibilité des handicapés. Donc, c'est des entreprises qui sont utiles, qui sont passionnantes. C'est des entrepreneurs qui sont passionnants, qui ont beaucoup de valeur. Là, je parlais d'Aquasset tout à l'heure, qui permet d'économiser des millions de tonnes d'eau dans des industries mondiales. Ce sont des limousins. Ce sont des gens qui sont passionnés par leur thématique et qui font des choses bien dans l'environnement, dans le social, dans le sociétal. Et moi, ça me tenait à cœur aussi que ces entreprises innovantes, qui ont des difficultés pour se lancer parfois, difficultés à être soutenues financièrement, à lever des fonds, etc., qu'elles soient entendues, qu'elles soient représentées et qu'elles soient soudées. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce poste. Et en fait, cette communauté, elle est vraiment géniale. Du coup, il ne faut pas avoir peur de la French Tech, de tous ces mots barbares, licorne, levée de fonds, 250 millions, les States, les machins, les trucs. En fait, c'est tout simplement des entreprises qui essaient d'innover. Voilà. On verra. Moi, je pense à quelque chose en même temps, là qu'elle parle, mais on verra parce que, et oui, il ne faut pas avoir peur, mais d'un autre côté, moi, je trouve qu'ils ne communiquent pas beaucoup. Je trouve que la French Tech, c'est un peu un univers en soi et bon, très bien. Abonnez-vous, on est sur LinkedIn, communauté French Tech Limousin, on est sur Facebook, etc. C'est très bien animé par Annabelle et Marie-Pauline que je représente. Qui est passée ici, Marie-Pauline. Si vous allez sur emploi-nouvelle-aquitaine.fr, vous regardez les replays, Marie-Pauline est passée. Elle est passée ici nous présenter justement la French Tech. Allez, on en est. Salut Walter, c'est gentil d'être passé. Au revoir Sylvia, merci beaucoup. Alors la dernière question, quelqu'un me l'a volée. Mais ça fait rien, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent. Il y a Nadège Soubé qui m'a volé ma dernière question, qui est où en est là-haut en 2025? Ah, c'est une jolie question. C'est une très jolie question parce que c'est ça qui nous fait nous lever le matin, c'est d'essayer de faire mieux que la veille dans une entreprise, en tout cas dans la mienne. J'espère qu'on aura, c'est très ambitieux encore une fois, inverser la courbe démographique de beaucoup de territoires ruraux. L'objectif, c'est qu'on ait 150 territoires dans 5 ans qui nous fassent confiance au quotidien pour leur amener des talents. Voilà. 150 territoires, ça veut dire une grosse équipe pour les gérer. Donc, ça veut dire création de l'emploi très simplement à Limoges, à notre siège social. Donc, on espère que d'ici là, on sera une vingtaine, une trentaine au moins pour accompagner tous ces territoires à être plus attractifs. 150 territoires, ça veut dire des départements, des agglomérations. Voilà, il y a d'autres échelles, des pays, des régions, etc., qui nous font confiance, qui utilisent notre outil, qui utilisent cette visibilité. Voilà, et du coup, ça veut dire des dizaines de milliers de personnes qui chaque année passent par là-haut pour leur mobilité. Ça veut dire, j'espère, des dizaines de milliers de personnes qui déménagent chaque année grâce à nous, et donc des dizaines de milliers de familles pour nos ruralités partout en France. Donc des écoles qui réouvrent, des hôpitaux dynamiques, des médecins qui s'installent en ruralité. Voilà, ça c'est notre rêve. On en a installé 2 cette année. Voilà. Voilà. Eh bien, on sait tout, ou presque. Hein, en tout cas, ça a été très dense. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très instructif, très intéressant. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Hein. L'idée de l'émission, c'est que on puisse aller à la rencontre de ces gens qui ont des idées, de ces gens qui ont ces hommes et des femmes qui ont des convictions et qui transforment ça en activité économique. Hein, c'est pour ça qu'il y a de l'écho dans mon salon. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi et jusqu'à nous. La semaine prochaine, on va changer complètement d'univers. On va parler handicap et emploi avec un dispositif qui s'appelle Handi Compétences parce que à un moment donné, voilà, faut faire mettre un peu le projecteur sur les capacités d'emploi de tous, que ce soit des personnes en situation de handicap ou pas. Et on va recevoir l'animateur de ce dispositif. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Bonne chance, Aurore. Hein. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et oui, n'oubliez pas, je ne sais pas si je vous l'ai dit, www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr, publication gratuite, consultation des CV gratuite, dépôt des CV gratuit. Et tous les replays de toutes les émissions. Allez, c'est parti, je vous laisse, bonne soirée. Vous pouvez aller faire des trucs qui ne sont pas intéressants. Ciao.